marciale. Alors, études locales. Bon, alors, études locales, donc c'est cette partie-là du programme qui est assez floue. Jusqu'où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut savoir. Bon, alors, du coup, j'en ai mis un peu le maximum. Qui c'est qui me fait ça, là, des petits trucs? Ah, c'est vous là c'est vous qui avez mis des petits cœurs là? C'est Non, pas ça moi c'est ça. vous. Hein? Non, C'est c'était là vous, de ça. base. C'est? Bah, c'est vous, C'était ça. là de base. On l'a sur notre poli aussi. J'ai pas compris là. Bah, vous partagez votre écran, donc ça peut pas être nous. Donc vous pouvez y aller vous? Non? Non? Bah non, justement. C'est pas moi qui ai mis des cœurs. Ah non, il y en a qui sont en train de Si, les si. effacer là. Et oh. Non, mais c'était joli ce petit cœur là. Non? Bon, si, je sais que vous pouvez partager vous aussi, hein. Vous pouvez faire des choses sur l'écran. Allez, regardez. Ah là là. Bon, bien. Faites ça avec quoi? Avec OpenBoard? Non? Non, il y a option. Non, c'est d'affichage. intégré Ok. Mais en haut, il y a option d'affichage, on peut annoter. Voilà. Ah, c'est ça, d'accord. Ah bah, je Mais m'en c'est mets. pas mal parce que pour les timides, ils peuvent poser des questions comme ça. D'accord, bah, vous voyez, je viens d'apprendre quelque chose. Donc, première chose, je vous ai dit, la tangente, elle va être dirigée par le premier vecteur dérivé non nul. Donc, le premier vecteur, je vais l'appeler V indice P. Donc, c'est un vecteur qui est égal à ça. Alors, parfois, on divise par factoriel, enfin, peu importe. Donc, c'est P dérivé en T0. Voilà. Donc, ça, c'est le premier P, un non nul. Alors, souvent, la plupart du temps, ce sera P égale 1. Parfois, c'est P égale 2 ou P égale 3. Mais ça va rarement au-delà. Donc, ça, c'est un vecteur non nul et il va diriger la tangente. Donc, diriger la tangente, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous avez VP, votre courbe, elle va être tangente à ce vecteur-là. Alors, tangente quand t est plus petit que t0, tangente quand t est plus grand que t0. Hein, quand on s'approche au voisinage de t0, en tout cas, c'est tangent. Et après, on aura plusieurs configurations possibles. Pour savoir ce qui va se passer justement autour de ce point t0, il faut aller regarder le second vecteur dérivé, donc que je vais appeler VQ, qui est donc un vecteur dérivé. Alors, Q est plus grand que P, hein, qui est non collinéaire à VP. Donc ça, c'est facile. Vous calculez, on verra deux petits exemples après. Hein. Vous calculez les dérivées successives. Et donc, le premier vecteur dérivé, vous regardez ce qu'il vaut. Donc, vous aurez la valeur de P. Et après, vous calculez les dérivées suivantes. Alors, souvent, encore une fois, on aura P égale 1, Q égale 2. Hein. Ça sera le cas général. Mais des fois, vous avez des cas particuliers. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, en fait, c'est que… Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors, on fait ça par rapport à la formule de Taylor. Votre fonction vectorielle, on pourrait lui appliquer la formule de Taylor. Donc, la formule de Taylor, elle va s'écrire f de t0 plus t moins t0, f' de t0. Donc, je fais ça composante par composante. Hein, donc, ma formule de Taylor, elle est valable. T moins T0 carré sur 2, F seconde de T0, etc. Bon, voilà. Et ici, étant donné ce qu'on vient de dire, c'est qu'on a le premier vecteur dérivé non nul, c'est Fp. Donc, on aura du T moins T0 puissance P sur factoriel P, F dérivé P fois en T0. Les vecteurs suivants, ils vont être collinéaires à celui-ci, jusqu'à Q, enfin jusqu'à Q moins 1. Donc, comme ils sont collinéaires, je vais vous expliquer vite fait ce qu'on va faire ici. Alors, les vecteurs suivants, ils auront du t0 moins puissance p, etc. Donc, on aura 1 plus t moins t0, hein, etc. sur p plus 1, enfin des choses comme ça, là. Et alors, on aura une petite constante parce que
la dérivée P plus unième, ça ne sera pas exactement FP, mais elle sera collinaire, donc il y aura un petit coefficient, etc. Et tout ça, c'est collinaire à FP, ce que j'ai appelé VP. Ensuite, vous aurez enfin le premier vecteur dérivé qui sera non collinaire à VP. Et donc, votre fonction f, votre fonction vectorielle f, en gros, elle va… ce truc-là, en fait, je vais dire que c'est équivalent à 1. Hein. Vous voyez bien, ça tend vers 1. Donc, c'est équivalent à 1. Donc, je vais un peu négliger tous les termes qui sont ici. Je vais prendre que ça en priorité. Et puis là, je vais prendre ça. Et donc, mon vecteur f, il va s'exprimer… Alors, évidemment, ici, vous avez f de t0, hein, qui est la valeur en t0. Et il va s'exprimer uniquement en fonction de vp et vq. En fonction de ces deux vecteurs-là qui sont non collinéaires, qui donc vont former une base de mon plan. Et alors, qu'est-ce qui va se passer pour étudier ce que fait ma fonction f au voisinage de t0? Eh bien, en gros, ce qui se passe, c'est que je me dis, bon, ben, je vais me placer dans ce plan-là. Vous avez votre point f de t0 qui est ici. C'est le point m de t0. Hein. Vous avez votre vecteur vp qui est là. Donc, lui, on sait que c'est le vecteur tangent. Votre vecteur vq, il est ici. Et donc, dans ce repère-là, je fais un changement de repère. Ma fonction f, donc là, c'est l'origine f de t0, ça devient l'origine du repère. Elle a pour coordonnées, alors, ce n'est pas tout à fait ses coordonnées exactes, hein, puisque vous voyez bien, ça, c'est équivalent à 1, etc. Mais en gros, elle a pour coordonnées ce que vous avez là. C'est-à-dire t moins t0 puissance p sur factoriel p et t moins t0 puissance q sur factoriel q. Et donc ça, c'est le théorème que j'ai énoncé. Comment il s'appelle ce théorème-là? Le théorème de 2, hein, vous l'avez sur votre poly, qui dit, ben, en gros, les coordonnées, c'est x de t égale, donc je les ai appelés grand X, hein, parce que je change complètement de repère. Vous voyez qu'on n'est plus du tout dans un repère orthonormé, etc. Les deux vecteurs-là, ils n'ont aucune raison d'être orthogonaux, mais enfin, ce n'est pas grave, ça. Donc, x de t, c'est du t moins t0 puissance p, sur factoriel p. Et y de t, c'est t moins t0 puissance q, sur factoriel q. Voilà. Et à partir de là, il peut se passer 4 choses en fonction de la parité de P et Q. Alors, c'est ça qu'il faut retenir si un jour vous tombez sur des courbes paramétrées. Alors, je vais peut-être effacer mon truc. Ici. Alors, pour vous faire comprendre les 4 choses qui peuvent se passer, je vais prendre des exemples très simples. Premier exemple. Regardez si je prends la fonction x de t égale t et y de t égale t carré. Voilà une courbe paramétrée que je sais tracer, parce que cette courbe paramétrée, on pourrait l'écrire autrement. Là. Vous voyez quel est le lien entre x et y là? Qu'est-ce que vous avez là? X de t égale t, y de t égale t carré. Ben, vous avez y qui vaut x2. D'accord? Donc y égale x2, vous savez à quoi ça ressemble. Hop. Donc, quand vous tracez y égale x2, donc là je me place dans un repère orthonormé, hein, peu importe, vous savez que ça ressemble à ça. Voilà. Bien. Eh bien, ça, x de t égale t, y de t égale t carré, ça c'est t puissance 1, hein, on peut le mettre comme ça. Ben, vous aurez cette allure-là, si on regarde uniquement ce qui se passe ici au voisinage de 0, vous aurez toujours cette allure-là quand P est impair et quand Q est pair.
Voilà. Alors évidemment, ça ne sera pas exactement ça, parce que ici, si vous regardez bien ce que j'ai mis ici, c'est des équivalents, ce n'est pas tout à fait égal. Et puis mes repères, en plus, ils ne sont pas forcément orthonormés, etc. Mais peu importe. Donc vous aurez des choses un peu moins jolies que ça, donc quelque chose qui vont ressembler à ça. Hein. Vous aurez ici votre VP et votre VQ. Mais ça sera dans le même style. Vous aurez une courbe qui fera ça, en n'oubliant pas que VP, c'est toujours le vecteur tangent. Donc, il faut vraiment que la tangente, elle soit dirigée par VP. Voilà. Donc, ça, c'est le cas où P est pair, est impair et Q est pair. Donc, c'est ce que je vous ai mis. Dans la suite, on en reparlera après. Si maintenant, je prends une autre petite fonction très simple, je vais mettre P pair et Q impair. Donc, ça, je l'efface. Regardez ce qui se passe si je fais ça. Donc, x de t égale t carré, et y de t égale t cube. Est-ce que là, je peux écrire y en fonction de x? C'est plus compliqué, là. Bon, là, j'ai des symétries en plus, hein, mais bon, peu importe. Alors, si t est positif, y, je peux l'écrire en fonction de x. Y, il vaut, je prends la racine et je multiplie par 3, en fait. Hein. Donc, il vaut x puissance 3,5. D'accord? Mais si t est négatif, qu'est-ce qui se passe si t est négatif? Si t est négatif, votre x, lui, reste positif. X, c'est un carré, donc il est toujours positif. En revanche, Y, il peut très bien prendre des valeurs négatives. Là, Y, il vaudra moins x puissance 3. Enfin, ça sera la valeur absolue de x, là. Il faut que je mette. Non, parce que sinon, x, il est positif, donc ce n'est pas la peine. Donc, ça sera moins x puissance 3. Si vous essayez de dessiner cette courbe, que vous pouvez faire très bien, hein, alors, x puissance 3,5, ça, c'est dérivable en 0. Hein, donc, ça ne pose pas de problème. Et donc, si vous dessinez cette courbe dans un repère classique, bon, x puissance 3,5, la dérivée de ça, c'est 3,5 de racine de x, donc en 0, ça s'annule. Donc, vous avez une courbe qui fait ça, un truc comme ça. Et quand t est négatif, y, c'est moins x puissance 3,5. Donc, ça fait un truc comme ça. D'accord? Donc, vous voyez ce qui se passe là. Vous me suivez? Ou pas? Oui. Bien, alors je pourrais vous donner comme ça des petits exemples en mettant à chaque fois des puissances un peu différentes. Alors, ce qui serait marrant aussi, c'est si je mettais du T4 là. À quoi ça ressemblerait si je mettais du T4? Là, regardez, si j'inverse là. Là, c'est rigolo. Ouais, enfin, ça ne serait pas rigolo parce qu'on ne verrait pas. Donc, non, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais, non, ça n'a pas d'intérêt parce que ça ferait 2 fois la même chose. Bon. Donc là, ça n'a pas un grand intérêt. Bon, alors du coup, je vais revenir un peu au poly pour vous dire en gros ce qui va se passer de manière générale. Mais ça, c'était une première approche avec des fonctions assez simples. Alors, hop. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Tout ça, ça vient des formules de Taylor, etc. Mais j'insiste bien, le x qui est là, c'est l'abscisse dans le nouveau repère, hein, le repère VP, VQ dont je vous ai parlé. Donc, j'ai remis mes deux vecteurs, là, VP et VQ. Et donc, le premier cas, P impair et Q pair. Alors, en fait, il faut bien regarder votre T moins T0 puissance P, etc. Donc, quand P est impair, T moins T0 puissance P, il va changer de signe au voisinage de T0. Il s'annule en 0, en T0, ça c'est sûr. Mais quand T est plus grand que T0, c'est positif, etc. Donc, ça veut dire que votre grand X, le grand X qui est là, il va prendre des valeurs positives et négatives. Donc, il va être à la fois… Alors, attendez, comment je peux faire ça là? C'est où les outils à noter? Bon, je ne sais pas si je peux le faire avec ce truc-là. Projecteur, ça fait quoi? Oui, oui. Oui, si, c'est pas mal. Ça. Bon.
Donc ici, quand vous êtes là, c'est que parce que t est plus petit que t0. Donc x, il va prendre des valeurs négatives. Quand vous êtes ici, t est plus grand que t0. Et puis quand vous regardez VQ, donc ça c'est un peu votre axe des ordonnées, hein, ce truc-là. Comme Q est pair, bah, t moins t0 puissance Q sera toujours positif. Donc on sera toujours du même côté que VQ. Donc c'est pour ça qu'on aura une courbe de cette forme-là. Si Q est impair, eh bien, quand t est négatif, on sera de l'autre côté, ici. Là, on sera là. Ici, vous aurez votre t moins t0 puissance P et t moins t0 puissance Q qui seront tous les deux négatifs. Donc, on sera dans cette partie-là du… Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est ça, les petits cœurs. C'est comme ça. Voilà. Donc là, vous avez quatre, vous voyez que vous avez quatre cadrans en fait. Hein. Là, là et là. Et donc en fait, ce qu'il faut juste regarder, c'est en fonction du signe de t moins t0, puissance p, puissance q, dans quelle partie du cadran on est. Donc ici, comme p est impair et q est impair, si t est plus grand que t0, tout est positif, on est dans cette partie-là. Voilà. Et tout, comme ils sont tous les deux impairs, quand t moins t0 est négatif, on est dans cette partie-là. Il ne faut pas oublier que VP, c'est notre tangente, donc votre courbe, elle est obligée de faire ça. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, du coup, là, je ne peux plus descendre. Voilà. Du coup, là, ça change tout. Hop, alors, j'ai vu un truc effacer, hop là, effacer tous les dessins. Hop, 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 voilà. Ensuite, là, c'était bien mon truc, là. Hop. Donc là, qu'est-ce qui se passe quand P est pair et Q est impair? Donc P pair, P c'est l'abscisse, hein, c'est T moins T0 puissance P. Donc là, on va toujours être dans la direction de VP. Et quand Q est impair, bah, si T est plus grand que T0, T moins T0 positif, on va être dans cette partie-là, dans ce cadran-là. Comme la tangente, c'est VP, donc notre courbe, elle va faire ça. Et quand T est plus petit que T0, on va être dans cette partie-là. Et donc, vous avez ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un point de rebroussement de première espèce. C'est le cas que je vous ai fait tout à l'heure avec T carré et T cube. Et puis, quand les deux sont pairs, on est toujours dans le même cadran. Hop, on n'est que dans ce cadran-là. Alors évidemment, on ne part pas tout à fait de la même façon quand on arrive et quand on repart, etc. Voilà. Et donc là, c'est point de rebroussement de deuxième espèce. Bon, alors ces points-là, c'est vraiment votre courbe. Souvent, elle va, si elle a un point de rebroussement, elle en aura un ou deux, hein, c'est tout. Et cette étude-là, ben voilà, c'est ce qu'on peut faire en un point stationnaire. Vous regardez, c'est forcément un point stationnaire. Ici, P est pair. Donc, vous n'avez pas P égale 1 là. Ça veut dire que P est au moins égal à 2. Et dans 99% des cas, vous aurez P égale 2 dans ce cas-là. Donc, ça veut dire que F' est égal à 0. Et donc, il faut aller voir plus loin. On va voir des exemples après. Voilà, voilà. Alors, j'efface tout. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Ça. Hop, hop. Oui, je voulais dire quelque chose. Ah oui, c'est l'histoire du cycliste, là, un peu. Hein, on pourrait, quand vous avez un petit cycliste là, qui va se balader, je pourrais dessiner par-dessus. Donc, votre cycliste, là, regardez, il arrive ici. Et puis là, il a un virage super sec, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il fait, votre cycliste là? Il tire le frein à main, il s'arrête et il repart de ce côté-là. Donc, comme il s'arrête ici, il est obligé de s'arrêter, hein, vu le virage. Donc là, il a une vitesse nulle. Donc, F', il vaut 0. Donc, on a un point stationnaire. X', Y', pop, 0. Et c'est logique.
Et donc, c'est là qu'on a plus, on va plutôt aller voir la dérivée seconde. Voilà, bon. On a bien fait une petite allusion aux cyclistes. Alors, et donc la plupart du temps, et ce qui est plus pratique, l'étude locale, comme ça, en un point stationnaire, elle se fera, le plus rapide, c'est d'utiliser les développements limités. Vous faites un développement limité de x et de y au voisinage de t0, on va le voir ici, et ça sera le plus rapide. Donc, exemple de 1. Donc, x de t égale cosinus cube. On pourra l'étudier, cette petite fonction-là. Et donc là, pour vous embêter un peu, on se place en pi sur 2. Parce qu'il n'y a aucun intérêt de se placer en pi sur 2, mais c'est vraiment pour embêter. Un petit peu de souci avec mes feutres. On pourrait se placer en 0, hein, ça serait plus rapide. Mais c'est histoire de faire des petits changements et de rappeler des petites formules. Alors, on pourrait l'étudier, cette courbe-là, vite fait. Alors, parce que vous verrez qu'en fait, si on étudie cette courbe avant de parler des points stationnaires, on regarderait juste ce qui se passe en 0. Bon. Donc là, on vous demande de regarder ce qui se passe en t égale pi sur 2. Bon, déjà, on dit que x et y sont des fonctions de classe C infinie, hein, c'est du cosinus et du sinus au cube, etc., définies sur R tout entier. Bon. En pi sur 2, alors on peut regarder vite fait x' et y'. Donc là, vous avez moins 3 sinus cosinus carré. Y', c'est 3 cosinus sinus carré. Et donc, vous voyez tout de suite que en pi sur 2, les deux sont nuls. Donc ça prouve que P n'est pas égal à 1 et qu'on a un point stationnaire. Alors, pour maintenant avoir la nature de ce point stationnaire, il faut connaître P et Q, la parité de P et Q. Alors, là, vous avez deux options. Soit vous continuez à dériver, calculer x secondes, y secondes, calculer x dérivé 3 fois, y dérivé 3 fois, etc., etc. Et vous regardez jusqu'où vous avez des dérivés non nuls. Alors, si on dérive x seconde, y seconde, déjà, on s'aperçoit qu'on a quelque chose, etc. Et le plus simple, c'est pour ça que j'ai donné cet exemple-là, c'est vraiment de plutôt faire un développement limité. Alors, comme on est en pi sur 2, il faut faire un changement de variable. Du coup, ça fait des petites révisions. Donc, je vais poser U. U égale pi sur 2 moins t. Et donc, quand t tend vers pi sur 2, U il tendra vers 0. Donc, U égale pi sur 2 moins t, ça veut dire que t égale pi sur 2 moins U. Et donc, x de t vaut cosinus cube de pi sur 2 moins U. Donc, vous connaissez la formule, cosinus pi sur 2 moins U, c'est sinus U. Donc, ça fait sinus cube de U. Y de t, c'est sinus cube de pi sur 2 moins U. Et ça fait cosinus cube de U. Donc là, je vais effacer ici. Je vais faire un petit DL de mon sinus et de mon cosinus cube en développant le cube. Donc x de t, c'est sinus U, c'est U moins, bon, là je ne sais pas si j'ai besoin d'aller jusque-là, mais enfin ça ne fait rien, factoriel 3 plus un petit taux de U3, on ne va pas aller plus loin. Et là, je vais l'élever au cube, ça. Donc quand vous l'élevez au cube, ça vous fait un U cube. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Ça, c'est U cube. Ensuite, on va avoir du U carré fois du U cube. C'est la formule du binôme là qu'il faut appliquer. Alors, c'est A plus B au cube. Donc, ça fait moins 3 U carré fois U cube. Donc, ça fait du U5 sur factoriel 3. Bon, je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas envie d'aller plus loin. Et tout le reste, c'est un petit taux de U5. À mon avis, ça suffit. Donc, déjà, l'ordre 5, là, ça veut dire que je vais jusqu'à une dérivée cinquième. Hein. Donc, c'est quand même pas mal. Je fais pareil pour Y. Donc, Y de t, cosinus cube
1 moins u carré sur factoriel 2 plus un petit taux de u. On va aller jusqu'à u4 quand même. Donc plus u4 sur factoriel 4 plus un petit taux de u4 au cube. Donc là, il faut que j'aille jusqu'à 4. Allez, j'efface tout ça. Donc 1, le 1 qui est là, le U2, il va être aussi... Qu'est-ce que je fais? Attendez, je ne sais plus développer. Il faut que je développe ça à la puissance 3. Il faut que j'applique, il faut que j'applique 1 plus x, 1 plus x puissance a, 1 plus x puissance 3. Donc on sait que c'est 1 plus 3x, etc. etc. C'est ça. Oui, non, je ne sais plus faire. Donc ça fait 3, donc ça fait moins 3u carré sur factoriel 2. J'aurais dû mettre u en facteur ici, tiens, d'ailleurs. Ouais, j'aurais dû le faire comme ça, là. Oui, parce que là, du coup, enfin si, ça marche quand même. Hein. J'aurais dû faire ça ici. Hein. Vous mettez u en facteur, vous avez ça, plus un petit taux de u carré au cube. Et puis là, vous faites le DL hein, de 1 moins x puissance 3, donc ouais, ça vous donne ça quand même. Enfin, ça marche. Bon, donc là, si j'applique cette formule, il faudra que j'aille voir le terme d'après. Là. Donc j'ai ça, j'ai du U4, mais le U4, j'en ai un autre qui va arriver de ça. Là. Donc là, c'est combien? 1 plus x puissance 3. Donc c'est 3, et après, c'est encore 3. Hein. C'est 3 moins 1 sur 2, donc c'est encore 3, c'est 3x2. De toute façon, c'est le binôme, ça. Donc ici, j'ai ça au carré. Donc je vais avoir du 4. En tous les cas, je vais avoir du 4, je ne sais pas combien. Normalement, ça ne devrait pas faire 0. Parce que c'est ça au carré. Donc là, c'est 1 demi au carré. Donc ça fait un quart. J'ai celui-là qui est x3. Donc ça x3. Donc ça en fait 6. Ouais, bon, j'ai un certain nombre, peu importe. En tout cas, il n'est pas nul. J'ai du U4 j'ai du U4. C'est ça qui m'intéresse, plus un petit taux de U4. Je vais m'arrêter à ça. En tout cas, ce terme-là, il est non nul. Hein. Je vous laisse le calculer, mais je m'en fiche un peu. Bien. Donc, vous voyez bien que là, le DL, il va vous permettre de trouver la valeur PQ. Parce que, alors vous pouvez revenir en t moins pi sur 2 si vous voulez. Hein. Vous avez x de t qui vaudra donc t moins pi sur 2 au cube, etc. Moins 3 sur factoriel 3, c'est-à-dire moins 1,5 de t moins pi sur 2 à la puissance 5, etc. etc. Et y de t, pareil. 1 moins 3 demi de t moins pi sur 2 au carré, etc. Bien. Et ça, c'est vraiment ce que vous dit la formule de Taylor. Donc ici, vous avez x' en pi sur 2 qui vaut 0, parce que vous n'avez pas de puissance 1 ici. Si vous calculez la dérivée seconde, il n'y a pas de terme en carré, donc elle vaut aussi 0. Par contre, la dérivée troisième, en pi sur 2, elle ne vaut pas 0. Parce qu'on a un terme à la puissance 3. En revanche, pour y, y, c'est que des paires. Donc, ça va être l'inverse. Enfin, ça va être... c'est y. Donc, y' en pi sur 2, on retrouve le fait qu'il vaut 0. Mais y seconde en pi sur 2, il ne vaut pas 0. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il vaut. Il faut appliquer la formule de Taylor, etc. Mais en tout cas, il ne vaut pas 0. Donc, ici, j'ai pour x seconde, j'ai la dérivée seconde qui s'annule, mais pas la dérivée y seconde. Donc, j'ai p égale 2. Le premier vecteur dérivé non nul, c'est f seconde. Et ensuite, pour q égale 3, je vais avoir q égale 3, puisque la dérivée troisième de x ne s'annule pas, alors que la dérivée troisième de y, elle va s'annuler. Donc, si je résume, à l'aide de mes développements limités ici, j'ai mon premier vecteur V2. Donc V2, alors, je ne sais plus si je l'avais appelé f seconde sur factoriel 2, mais enfin, peu importe. Enfin, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit collinéaire, en fait. Hein. Il est collinéaire à ça. Donc V2, x seconde s'annule, donc 0, et y seconde s'annule pas.
Donc, en fait, vous avez un vecteur V2 qui est comme ça. Et ça veut dire que vous avez un vecteur tangent qui est vertical. Et le vecteur V3, il est collinéaire à ça. Donc, lui, il sera horizontal. Donc, vous avez P égale 2, Q égale 3. Alors, vous faites le petit dessin. P égale 2, Q égale 3. Ça veut dire, alors en plus, V2 et V3, ils sont orthogonaux. Alors, V2, normalement, il doit être négatif. Ouais. Ici c'est plutôt moins 1. Enfin bon, peu importe. Et là, vous aurez un point de rebroussement donc de première espèce. Vous aurez quelque chose qui va faire ça. Alors, le vecteur tangent, si vous le calculez vraiment, regardez le coefficient de Y, il est plutôt dans cette direction-là. Donc, en fait, en pi sur 2, on est ici. X, il vaut 0, Y, il vaut 1. Le vecteur tangent, il est comme ça. Le vecteur V3, il est plutôt comme ça, là, ou comme ça, je ne sais plus dans quel sens, non, plutôt comme ça. Et donc, votre courbe, elle va faire ça. Voilà. Point de rebroussement de première espèce. D'accord? Bon. Alors là, c'est un peu compliqué parce que c'est en pi sur 2. Ça n'a aucun intérêt de le placer en pi sur 2. Si vous faites la même chose en 0, vous aurez la même chose. En 0, le point il sera ici et vous aurez ça. Voilà, enfin, ce n'est pas tout à fait comme ça. En fait, si on trace cette courbe, ce qu'on appelle une astroïde, alors, elle a plein de symétries, cette courbe. On pourrait le faire rapidement. On le fera peut-être après. C'est ça. Voilà. Cos cube, sinus cube, c'est l'astroïde. C'est joli? Bien. Bon, tout ça pour vous dire que quand vous avez un point stationnaire, c'est-à-dire un point où la dérivée première est nulle, x' de t0 égale y' de t0 égale à 0, si vraiment on vous demande une étude locale, faites un développement limité au voisinage de t0, ça sera le plus rapide. Alors, si on regarde le deuxième exemple, il est très simple parce qu'en fait, le développement limité est déjà fait. Deuxième exemple, c'est alors t cube, t4, t5, t6. Vous avez x de t qui vaut t cube plus t4, c'est ça? Y de t qui vaut t5 plus t6. Ça, c'est. Alors, on se place en 0 là. Pourquoi est-ce qu'on se place en 0? C'est dit, c'est ce que se dit dans l'énoncé. Ouais, c'est au point m de 0. Alors, au point m de 0, c'est évident parce que vous avez x' de t qui vaut 3t carré plus 4t3. Y' de t qui vaut donc 5t4 plus 6t5. Donc là, vous voyez bien qu'en 0, tout ce petit monde est égal à 0. Donc, on a un point stationnaire en 0. Donc, comme on a un point stationnaire, il faut faire l'étude locale. Donc, l'étude locale, c'est un développement limité, etc. Mais là, le développement limité, c'est déjà polynomial. Alors, le développement limité d'un polynôme, c'est le polynôme. Donc là, vous voyez tout de suite les puissances. Donc là, c'est un exemple. Alors, c'est intéressant là, de voir justement ces puissances-là. Parce que c'est quoi vos vecteurs tangents là? Enfin, le premier vecteur non nul. Alors, vous pouvez vous amuser à dériver encore, si vous voulez. Mais si vous calculez x secondes, regardez bien ce que ça donne. Ça donne du 6t plus 12 t carré. Si vous calculez y secondes, c'est pareil, ça va donner du 20t cube plus 30t puissance 4. Donc là, vous voyez bien que x secondes en 0 égale y secondes en 0 est encore égal à 0. Donc, vous n'aurez pas p égale 2. Donc, vous n'avez pas p égale 1, vous n'avez pas p égale 2, il faut continuer encore. Et là, si on continue, on s'aperçoit que le x secondes, il ne va pas s'annuler. Mais là, ça se voit, parce que vous avez votre dl. X de t, c'est t cube plus t4. Donc, vous connaissez x dérivé 3 fois en 0, c'est le coefficient de t cube. Alors, fois factoriel 3. Donc, il vaut factoriel 3. Et y dérivé 3 fois en 0, il vaut 0, parce que vous n'avez pas de t cube ici. Donc là, vous avez p qui est égal à 3. Et vous aurez une tangente
horizontale parce que c'est y seconde qui est votre vecteur V3, il est collinéaire, il vaut ça V3. Hein. Alors, si on divise par factoriel 3, il vaut exactement ça. Donc là, vous avez une tangente qui est horizontale. Ensuite, si on regarde les V4, V4, qu'est-ce qu'il vaut? Il suffit de regarder X et Y. Je les efface parce que je les ai retenus. La dérivée quatrième, en 0, c'est X dérivé 4 fois, etc. Y dérivé 4 fois. Il y a des parenthèses là. Et là, là c'est factoriel 4 et là, c'est 0. Puisque Y il commence à T5. Et ça, vous apercevez que ce vecteur-là, il est collinéaire à V3. Donc, il n'est pas bon. Il faut aller plus loin. Et si vous regardez plus loin, là, vous avez f dérivé 5 fois qui va être égal à 0 et factoriel 5. Donc, lui, il ne va pas être collinéaire à celui-ci. Et donc, lui, il est bon. Donc, lui, ça va être votre vecteur V5. Donc, vous aurez Q égale 5, P égale 3, Q égale 5. Les deux sont impairs. Bon, ça, c'est assez exceptionnel hein, comme cas, mais vous voyez bien, l'exemple, il a été choisi comme ça. Donc, votre vecteur V5, il est comme ça. Hein. Là, vous avez votre vecteur V3, là, vous avez votre vecteur V5. Et comme les deux sont impairs, vous avez le point d'inflexion. Donc, vous aurez un truc comme ça ici, et là, vous aurez un truc comme ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un point d'inflexion. Voilà. Donc, vous voyez les développements limités. Et après, il faut juste comprendre en fonction de la parité où est-ce qu'on est dans le cadran. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre là. Vous avez 4 parties ici du plan. Et c'est en fonction du signe. C'est le fameux T moins T0 puissance P, T moins T0 puissance Q. Donc, T moins T0 puissance P, c'est en fonction de votre vecteur VP. Donc, si T est plus grand que T0 ou T est plus petit que T0, on regarde en fonction de la parité de P. Et ensuite, c'est en fonction de VQ, on regarde en fonction de la parité de Q. Et ça nous donne l'allure. Voilà. Donc, un point birégulier, c'est un point où vous avez F' et F seconde qui est libre, c'est-à-dire P égale 1, Q égale 2. Et ça sera la plupart des points. La plupart du temps, vous aurez des points biréguliers.